Eh bien, bienvenue à toutes et à tous au Café de l'énergie. Aujourd'hui, nous allons parler sobriété énergétique, nous allons parler de l'urgence de cette transition. Pour ça, nous accueillons Victor Avette. Victor, Bonjour. bonjour. Vous êtes responsable commercial grand compte énergie chez Siemens. Tout à fait. Thierry Prève, bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes responsable commercial grand compte énergie chez Siemens. Et dernier membre de Siemens, Guillaume Fauconnier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes business consultant énergie. Et Greg de Temerman. Bonjour Greg. Alors vous n'êtes pas de chez Siemens, vous êtes physicien et directeur de Zenon Research, un think tank qui fait de la prospective sur les technologies pour le climat. Vous nous expliquerez un petit peu après de quoi il en retourne. Alors dans une première partie, on va faire un point sur le contexte de cette urgence climatique. On verra ensuite quels sont les enjeux qui se dégagent pour les acteurs industriels, notamment les acteurs de l'énergie. Et nous verrons ensuite comment Siemens, en tout cas, peut les accompagner pour réussir, en tout cas, à relever tous ces défis qui s'imposent à eux. Alors, avant de démarrer, Greg, je me tourne vers vous. Donc, vous allez nous expliquer un petit peu, le secteur de l'énergie, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Peut-être vous présenter rapidement et après nous dire le contexte pour le relier ensuite après aux contraintes des industriels de l'énergie. Oui, donc je suis physicien, moi je travaille dans le domaine de l'énergie depuis assez longtemps et je dirige un think tank qui regarde toutes les technologies qu'on aura besoin pour baisser les émissions de CO2 et aussi pour capturer du CO2. Et vous l'avez mentionné, dans le contexte, c'est l'urgence climatique, c'est-à-dire le climat change et rapidement, on est déjà à 1,2 degré plus chaud qu'il y a 200 ans et ce changement climatique est causé par nos émissions de CO2. Et 75% de ces émissions, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'énergie au sens large, d'où l'importance de changer notre système énergétique et très rapidement, parce qu'il faudrait atteindre la neutralité carbone d'ici 30 ans. À ça s'ajoute le contexte en ce moment qui est la crise énergétique. On est dans ce qu'on appelle la première crise énergétique globale, c'est-à-dire que cette fois-ci, toutes les énergies sont touchées, contrairement au choc pétrolier des années 70. Toutes les énergies sont rares en ce moment et très chères. Et en France, on a un contexte encore plus particulier qui est qu'on manque d'électricité, puisqu'on a un problème de disponibilité du parc nucléaire, et donc on manque d'électricité, ce qui va poser des questions sur l'approvisionnement en hiver. Ce qui amène la question de comment on baisse nos consommations d'énergie via deux leviers. Le premier, c'est l'efficacité, c'est-à-dire on a un usage et on va essayer d'utiliser le moins d'énergie possible pour avoir cette fonction donnée, donc en augmentant l'efficacité de toute la chaîne énergétique. Et l'autre dont on parle énormément, c'est la sobriété, c'est-à-dire se poser la question des usages, puisque si on a besoin de moins de choses, eh bien, on diminue la quantité d'énergie qu'on va utiliser. Bon, un climat qui évolue, les ressources qui diminuent, des gestes à mettre en place pour effectivement accompagner tout ce bouleversement. Pour les spécialistes, Guillaume Fauconnier, les spécialistes de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Eh bien, ça veut dire des changements énormes sur la nature même de l'énergie et tous les processus associés pour la produire, la transporter, la distribuer et la mettre à disposition. Également, ils vont devoir repenser tout leur processus de travail. Il va y avoir des bouleversements dans les manières de faire, dans les projets et dans les équipes de travail. Ça va être un grand bouleversement à venir. Il va falloir repenser la notion même de matière. La matière au sens de l'énergie, mais la matière au sens physique aussi, ça veut dire reconcevoir des nouvelles matières. On va faire appel à de la chimie computationnelle pour redéfinir des nouvelles molécules, savoir comment les réarranger et obtenir des matériaux qui ont les bonnes capacités mécaniques. Ça veut dire tout un écosystème amont-aval en termes de logistique. C'est tout à fait ça. Ces spécialistes de l'énergie, de toute façon, ils ne sont pas tout seuls. Ils ont effectivement toute une filière amont et une chaîne de distribution aval dans laquelle ils vont devoir s'intégrer pleinement et se jeter dans la continuité numérique pour plus de productivité. Bon, vaste programme, hein. Thierry, peut-être pour illustrer ce que vient de nous dire Guillaume, ce que viennent de nous dire Guillaume et Greg. Exactement, pour l'exemple, par exemple l'hydrogène actuellement, qui est un vrai enjeu. Voilà. Pour autant, l'hydrogène, on sait en produire depuis extrêmement longtemps, voilà. Mais l'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'en produire en masse et surtout avec des matières non carbonées qui ne produisent pas de déchets. Et pour ça, on va devoir inventer, innover, trouver des nouveaux moyens de production afin d'adresser vraiment ce challenge. Oui, parce que c'est ça, hein, ce que vous dites, c'est qu'il faut des nouvelles énergies
pour finalement un même usage, mais c'est pas parce que l'idée c'est pas forcément de les trouver, mais de réussir à les fabriquer sans rajouter une couche en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le challenge parfois il est là. L'hydrogène effectivement c'est plutôt un bon exemple. Alors on a un petit peu commencé à les nommer, mais Victor, peut-être sur la question des enjeux du coup pour les acteurs de l'autre côté, si on devait pas les lister complètement, on ne sera jamais exhaustif, mais de voir un peu la big picture. Quels sont les enjeux pour vous? Justement, par rapport à ces grands acteurs, Grégory l'a rappelé, il y a une notion de temps, le temps presse. Il y a aussi Guillaume qui a rappelé toute cette notion de matière première. Effectivement, les grands acteurs, maintenant, ils sont face à un nouveau défi qui est prédominant, c'est s'adapter. S'adapter dans quoi? Dans la gestion des parcs existants, notamment, je pense au nucléaire, comme Greg l'avait cité, mais également dans les nouveaux projets. On voit qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, des nouveaux moyens de produire de l'électricité. Et justement, ça va être d'intégrer toutes ces nouvelles méthodes, tous ces nouveaux projets avec une nouvelle démarche. C'est-à-dire que maintenant, on est en mesure de maîtriser un certain nombre de composants dans la conception, en termes de coûts, d'émissions de CO2, qui est très important pour atteindre la neutralité carbone. Et en fait, très rapidement, au début des projets, par rapport au début des années 70, où on concevait les premières centrales nucléaires en France, on demande aux grands acteurs de prévoir l'ensemble du cycle de vie de la centrale nucléaire. Et justement, c'est cette conception qui est très importante, où on va faire appel à des outils, des solutions digitales qui vont aider justement à compresser ce temps, via notamment de l'intelligence artificielle pour faire de l'optimisation, mais également gérer ce qu'on appelle de la 5D, 6D en fait. Pour rappel, la 5D, 6D, c'est quoi? C'est la 3 dimensions dans une conception de centrale nucléaire, par exemple, avec un ajout de composants de temps, donc ça c'est la 4D, de coût, c'est la 5D, et de CO2, c'est la 6D. Donc on est face à cette premier enjeu, et aussi à un enjeu de savoir-faire, de ce que j'appelle de mémoire industrielle, qui permet justement en fait, de capitaliser via des moyens le savoir-faire qu'on a intégré sur ces nouveaux projets, et qui vont se répercuter sur les 50-60 prochaines années, qui est le cycle de vie d'une centrale nucléaire actuelle. Bon, on a dépassé donc, si je comprends bien, depuis bien longtemps le stade de la 4e dimension. On est allé un petit peu plus loin, malheureusement pour nous. Il va falloir justement, derrière, Victor, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question pour faire tout ça d'accélération? Parce qu'il ne faut pas faire les projets plus vite. Exactement, c'est exactement ça. On n'a plus les mêmes échelles de temps que lors des premières conceptions. Surtout qu'ils bougent tout le temps, parce qu'on nous dit, bon, à échelle 2030, ça c'était avec non, c'est 2050, puis après ça se rapproche de plus en plus. La différence de degré, Greg, on était à 1,2, mais après on disait finalement ça va bouger dans tant de temps, mais les échéances bougent. En fait, si je peux appuyer ce qui vient d'être dit, dès qu'on va parler de transition énergétique, il faut penser en termes de vitesse et d'échelle. Vitesse, puisque s'il faut atteindre la neutralité carbone d'ici 30 ans, si on veut être sérieux sur le climat. Échelle, parce que le système énergétique à l'heure actuelle, la consommation de charbon, gaz, pétrole, c'est 37,5 milliards de tonnes de CO2 qu'on émet. Donc tout ce qu'on doit faire doit viser l'échelle du milliard de tonnes. Donc c'est extrêmement important dans ce qui vient d'être dit, c'est que il faut aller très vite, ce qui nécessite de développer énormément de choses. L'autre point qui est extrêmement important, je pense, dont il faut se rappeler, c'est qu'il va falloir énormément d'innovation. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore faire à l'échelle. Et donc on estime en général que 50% des baisses d'émissions qu'on aura besoin en 2050 viennent de choses qui sont encore en phase de développement, voire même en phase de recherche. D'où l'importance d'aller extrêmement vite. Et en même temps, l'énergie, c'est quelque chose où vous devez agir vite, mais les infrastructures peuvent durer très longtemps. Et c'est la question des échelles de temps qui vient d'être mentionnée. Et justement, ça, Victor, c'est quelque chose que vous éprouvez. Vous voyez là des secteurs de l'industriel aussi qui sont emprunts à cette accélération dans les projets? Oui, tout à fait. Alors moi, pour rappel, je suis responsable de compte sur la partie énergie, plus spécifiquement les acteurs, on va dire, historiques autour du nucléaire. Alors après, il y a une diversification qui se fait chez ces acteurs qui ne se concentrent pas uniquement sur le nucléaire. Mais pour parler de ce que je vois effectivement en contact avec mes clients, il y a toute une accélération justement sur les nouveaux projets. On a cette volonté qui se porte vers le digital pour aller accélérer justement toute cette partie de conception, de validation aussi par la simulation et d'optimisation du design, mais aussi sur la gestion opérationnelle. Quand vous avez des parcs de réacteurs, par exemple, à maintenir, anciennement, on allait s'appuyer sur des plans papier avec des règles de projet très simples. Maintenant, on a une complexification qui se fait pour accélérer tout ce temps d'intervention, on va dire pour optimiser notre temps d'intervention parce que c'est des endroits assez confinés. Et donc, on va récapituler et prévoir l'ensemble des scénarios de manière digitale avant, pour ne pas laisser de place au hasard. Et c'est justement ces scénarios
qui aide nos clients, on va dire, sur l'ensemble de la durée de vie de leur parc, à répondre aux enjeux qui est, comme l'a rappelé Greg, rendre les centrales nucléaires plus rapidement fonctionnelles pour celles qui sont arrêtées et les remettre vite en état de fonctionnement pour parer à cet enjeu énergétique. J'ai entendu parler de construction modulaire. Qu'est-ce qu'on entend par là, Victor ? La construction modulaire, il y a deux aspects. Il y a la partie conception où on va réaliser des blocs de savoir-faire qu'on va réutiliser. C'est ce que j'appelais la mémoire industrielle. Ça veut dire qu'on va réutiliser des modèles qui ont déjà été prévalidés dans des projets précédents qu'on va réutiliser pour les nouveaux projets. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé à nouveau Greg, il y a une sorte de... les technologies ne sont pas les mêmes. On a des réacteurs à fusion, à scission, on a des réacteurs à sel fondu par exemple. On va dire que la méthodologie, la gestion de projet va être parfois empruntée d'un projet à un autre. Et quand on va construire une centrale nucléaire d'un certain type et qu'on va en refaire un d'un nouveau type, c'est cette capitalisation qui est importante à l'échelle du temps pour être utilisée dans les nouveaux projets. Alors cette capitalisation, Guillaume, justement, comment est-ce qu'on peut la mettre à profit Tout à fait. La capitalisation, c'est un grand sujet. Je voulais ici partager un point particulier, c'est celui de la capitalisation pour la sûreté. Comment gagner du temps, justement, ce temps qui nous est cher, en réutilisant des modèles d'ingénierie qui ont été créés pour des phases de design technique au service de la gestion de la sûreté et comment manager le risque pour pouvoir aller plus vite. C'est vraiment cet enjeu-là. Alors oui, vous dites ce temps qui nous est cher, mais c'est aussi ce temps qui devient rare, voilà, qu'il faut vraiment consommer avec beaucoup de modération, parce qu'on est vraiment dans une course contre la montre. Par quoi ça se traduit Tout à fait. Chaque semaine, chaque mois, sur un projet, c'est du temps qui est cher, parce qu'il est associé à des émissions de CO2 qui courent toujours, et des semaines et des mois de retard sur un projet, en fait, c'est tout de suite très impactant pour une entreprise, notamment économiquement. Et donc, on va regarder en phase de conception à avoir un planning qui permet de fluidifier les interfaces en termes de conception, ne pas perdre de temps sur les effets de bord. Également, en phase d'exécution de chantier, s'assurer que ces autres interfaces de fournisseurs, de sous-traitance soient bien adressées et identifier très en amont des problèmes qui pourraient avoir lieu et les régler avant qu'ils aient lieu, pour toujours gagner ce temps. Et enfin, en phase de vie des installations, il y a cet enjeu de maintenance. Pouvoir faire la bonne maintenance au bon moment, ce qui fait qu'on maximise le moment où l'installation est productive. Alors faire la bonne maintenance au bon moment, parfois ça implique de savoir quelle bonne maintenance il va falloir faire au bon moment avant, voilà, la fameuse maintenance prédictive ou par anticipation. Sur cette question de course contre la montre, Greg, dans laquelle on est tous engagés finalement, hein, que ce soit à la maison dans l'utilisation du robinet et pour cet hiver la consommation en termes de chauffage. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus de votre côté? Comment vous le voyez, vous, dans votre think tank? C'est à la fois une course contre la montre et un marathon. Parce que, ça vient d'être dit, en fait, il y a des choses qui sont très longues. Donc le temps joue contre nous, mais en même temps, c'est une infrastructure énergétique, c'est quelque chose qui prend du temps à construire. Quoi qu'on fasse, un réacteur, c'est plusieurs années de design et de conception, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément réduire. Donc c'est là que c'est important de regarder la temporalité des actions. Donc ce dont on parle, par exemple, en France en hiver, pour cet hiver, c'est diminuer nos consommations pour éviter les coupures, parce qu'on a un manque d'énergie ou d'électricité. À plus long terme, c'est comment on ajoute de l'électricité sur le système, parce qu'on aura besoin de plus d'électricité. Et donc il faut vraiment penser en termes de temporalité et qu'est-ce qu'on doit faire de façon urgente, qu'est-ce qu'on peut faire de façon urgente, qu'est-ce qu'on peut faire à un peu plus long terme. Et ce qui est extrêmement important, c'est de prendre les bonnes décisions rapidement pour des projets qui doivent se lancer rapidement, mais qui en même temps demandent du temps et de la précision, et aussi dès qu'on parle de nucléaire, c'est des questions de sûreté et de durée de vie, parce que ce sont des réacteurs généralement qui sont destinés pour 60 ans. Merci Greg pour ces précisions. On va regarder maintenant un petit peu côté Siemens, comment vous accompagnez tout ce secteur de l'énergie à réussir à pas
quitter la piste avant la fin de ce marathon contre la montre, hein, cette nouvelle épreuve qui s'impose à nous. On verra si ça rejoint les prochains Jeux Olympiques. Comment chez Siemens, du coup, j'imagine que vous allez les accompagner sur la partie accélération, gestion de projet, etc. Par quoi ça se traduit, Victor? Pas seulement. Alors, chez Siemens, on a un riche portefeuille de solutions qui s'appelle Xcelerator, en fait, qui est une plateforme digitale continue. Et qui tourne autour des jumeaux numériques en fait quelque part. Alors je vais redétailler un peu plus tard ce que c'est qu'un jumeau numérique à proprement parler. Ce qui est important de comprendre dans la stratégie qu'on met en place avec nos clients, c'est pas seulement l'adoption de technologie, c'est l'adoption d'une démarche, d'une approche par rapport à un projet. Et ça c'est très important de le connaître et de le savoir parce qu'on ne part pas d'un environnement en termes d'assets de nos clients vierge. Donc on est en mesure nous de s'adapter très rapidement à leurs besoins par l'intégration de nos solutions qui sont ouvertes et de les orienter dès la phase design sur l'adoption d'une solution digitale qui va être adoptée et en fait qui va correspondre à leurs projets, à leurs besoins. Donc on est en mesure, par exemple, on parle toujours d'un réacteur, mais ça marche aussi par exemple pour un réseau d'hydrogène, de mettre en place un ensemble de réseaux de simulation qui justement représente l'ensemble des échanges, de stockage, etc. et de faire évoluer dans le temps. Le temps est toujours une donnée importante et nous, la vision qu'on a chez Siemens d'un jumeau numérique, c'est pas simplement la capture à un instant T d'un produit, d'un sous-ensemble ou d'un système, mais plus une évolution dans le temps en injectant de la donnée directement dans ce modèle pour permettre aux clients de faire accélérer ce jumeau numérique, on dit qu'il est prédictif, pour aller en déduire, on en a parlé, des actions préventives, de la maintenance préventive, voire même le cycle de fin de vie du produit en l'occurrence. En fait, si je comprends bien, c'est un peu ce que disait Guillaume, et puis je pense que Thierry, vous allez me le confirmer. Vous n'arrivez pas avec un outil que vous mettez entre les mains de clients qui ont déjà, comment dire, un besoin identifié dessus. Parfois, vous arrivez avec cet outil pour répondre à un besoin qui n'est pas forcément identifié dans la façon de faire. Vous allez les accompagner, il va falloir faire différemment. Changer de philosophie. On entend parler souvent de désiloter. Voilà, si on veut utiliser vos outils qui sont effectivement adaptés à la nouvelle façon de travailler, il va falloir aussi changer sa façon de faire. C'est ce que vous disiez, Guillaume. On ne peut plus travailler comme avant. Les outils qui correspondaient à ces usages n'existent plus, de toute façon vous ne les proposez plus. Vous proposez quelque chose qui permet de franchir ce cap et d'accompagner les entreprises vers un changement dans la façon de faire avec cet outil. Je ne dis pas de bêtises, Thierry, vous confirmez? Complètement. Alors, on est pile dans le thème, je vais reprendre le sujet de Victor, mais... Vous êtes vous avez votre bâton de berger sur la conduite du changement, c'est un peu ça. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un opérateur qui veut faire de l'énergie verte en masse, photovoltaïque, éolien ou même d'autres sources d'énergie marine ou autre. Globalement, il y a tout un processus des études préliminaires, de l'ingénierie, de la mise en place du système, de l'usine et des moyens de production, et puis avec l'idée du démantèlement qui arrivera de toute façon un jour. Voilà. Et donc, la proposition de valeur produit-service que nous avons déjà mis en place en accompagnement de nos clients, c'est de pouvoir bénéficier de toute cette succession de données produites sur toute la vie de ce système, la réorganisation au gré du temps de production, parce qu'on va améliorer le système, on va l'enrichir et on va produire plus avec la même idée de départ. Donc là, on a vraiment un savoir-faire sur ce type de sujet et sur ce type d'accompagnement. Et je compléterais même en disant que chez Siemens, en fait, on a un industriel, on a 175 ans, on vient vraiment de ce monde-là, où on a commencé par l'électrification des usines, après en découlant sur la partie automatisation, contrôle-commande. Et justement, on s'est inspiré de ce monde-là réel pour aller enchaîner avec le digital et ce jumeau qui correspond au réel. Et ces solutions, non seulement, et cette démarche, on les propose à nos clients, on les accompagne dans leur démarche de transformation digitale, mais on les adopte nous-mêmes. Le premier client de Siemens, c'est Siemens. C'est-à-dire que nos solutions digitales, on les adopte chez nous-mêmes, dans nos usines, pour aller prévoir l'ensemble de vie de production des différentes lignes, de réorganisation, de gestion opérationnelle, et même de fin de vie quand il faut démanteler et terminer.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu votre particularité finalement, c'est que vous mettez sur le marché des outils que vous avez avant tout fabriqués pour vous. Et que du coup, forcément, si vous êtes capable de répondre à votre propre besoin, on peut supposer que vous pouvez répondre aussi à ceux des autres. Et vous disiez tout à l'heure, parce que vous l'avez mentionné 2 fois, Victor, cette question du jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est pas juste la modélisation d'un objet, ça peut être la modélisation de process, hein, si je dis pas de bêtises, d'un outil de production, d'un outil de fabrication. Et là où effectivement il y a ce changement, c'est qu'il est au milieu de tous les départements qui participent en tout cas à la fabrication et qu'on a cette fameuse continuité numérique qui va réunir le bureau d'études à quelqu'un qui est en bout de chaîne de fabrication pour avoir cette espèce de cercle vertueux. On est d'accord? Et puis même au-delà de ça, c'est vraiment, on va dire, écourter les temps d'itération pour augmenter les interactions quelque part. C'est-à-dire que quelqu'un, vous venez de le citer, du bureau d'études qui travaille sur un sous-ensemble, par exemple, d'un réacteur ou même d'un circuit d'hydrogène, va être en mesure d'aller solliciter une autre personne de son équipe pour aller faire la validation. Donc quelque part, les échelles de temps en termes de projet s'en trouvent écourtées avec, on va dire, une gestion en termes de validation et de sûreté technique qui est accrue en fait. On a des outils de calcul qui ont une précision, qui sont éprouvés pour ces domaines d'activité. Siemens est actif, on le sait, dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, mais pas seulement, surtout dans le milieu de l'automobile. Et on accompagne certains de nos clients, justement, dans la modélisation de sous-ensembles, par exemple, de leur circuit de refroidissement d'une centrale nucléaire, et justement leur permettre, en fonction de ça, de travailler tant sur la partie d'ingénierie, mais aussi sur la méthode d'après, qui est l'intervention sur un tel modèle. Donc en fait, on ne laisse rien au hasard. Dans cette course contre le temps, on a vraiment un problème, enfin on va dire un enjeu stratégique sur l'intervention, et donc on n'a pas le droit de se tromper. Et c'est justement par l'adoption de ces jumeaux qu'on appelle jumeaux numériques holistiques, donc qui sont plus près de la réalité en injectant un jeu de données, qu'on va être en mesure d'intervenir et de leur proposer des outils fiables. Si on reste sur cette analogie du marathon contre la montre, hein, notre nouvelle épreuve, on se retrouve finalement dans ce que vous expliquez, dans une situation où il ne va pas s'agir de courir plus vite, mais de s'arrêter moins souvent. Et là, j'entends par là, moins de déperdition d'informations, voire plus, parce qu'il y a cette continuité, et aussi des workflows, des flux, en tout cas de collaboration, qui sont plus agiles, plus fluides, à proprement parler. Eh bien, écoutez, c'est la fin, en tout cas, de ce Café de l'énergie. Merci à tous les 4 de nous avoir éclairés sur ce sujet. Bon, on espère qu'effectivement, tout ça va être bien mis en place pour qu'on puisse y arriver, à relever ce défi, hein, dont les échéances sont de plus en plus proches. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Et on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt.